Imaginez passer des mois entiers à forger un projet. Dans le secret absolu de votre bureau, on y verse son énergie, ses espoirs, on peaufine méticuleusement chaque détail, chaque virgule. Ouais, la fameuse bulle créative. Exactement. Et puis, on rassemble son courage et on appuie sur ce bouton «Publier» pour lancer le fruit de tout ce labeur au grand jour. Et là, au bout d'une semaine seulement, c'est le silence radio. Un vide assourdissant. L'algorithme qui ne réagit pas, les statistiques qui restent désespérément plates. C'est ça. Et la panique qui s'installe dans la poitrine. Faut-il tout abandonner? Pour quiconque a déjà tenté de créer quelque chose, que ce soit de l'art, une entreprise, un podcast, ce vertige est intimement familier. Et notre matériel source aujourd'hui plonge très exactement dans ce gouffre. Absolument, et c'est un document d'une vulnérabilité qui est vraiment frappante. Oui, on parle d'une lettre très intime, presque une confession en fait, rédigée par une créatrice nommée Cléanova. D'ailleurs, elle signe affectueusement Cathy à la fin de ce message qui est destiné à sa meilleure amie. Et c'est ce contexte privé qui rend le document si précieux. Tout à fait. Elle y raconte comment, alors qu'elle frôlait littéralement la crise de nerfs et l'abandon total de son projet professionnel, son salut n'est pas venu d'un ajustement de sa stratégie marketing, par exemple. Non, ça vient d'un endroit beaucoup plus inattendu. D'un simple regard posé sur une horloge numérique qui affichait exactement 21h21. C'est fou. Mais tu sais, cette lettre, elle offre une fenêtre d'observation clinique fascinante sur l'esprit humain quand il est placé sous une pression intense. L'objectif de notre analyse ici, ça ne va pas être de débattre de la validité de l'ésotérisme ou de savoir si des forces cosmiques existent réellement. Bien sûr que non. Le véritable enjeu de cette exploration, c'est d'examiner la mécanique psychologique qui est à l'œuvre. Comment l'intersection entre l'angoisse liée à l'échec perçu et, disons, la recherche de sens à travers un système symbolique, ici la numérologie, comment tout ça permet à un individu de pirater sa propre cognition, en fait, pour retrouver de la résilience. Bon, décortiquons tout ça. Parce que ce qui saute aux yeux dès les toutes premières lignes de cette lettre, c'est l'intensité vraiment écrasante de l'investissement initial de l'auteur. Cathy, elle fait pas les choses à moitié, quoi. Ah non, pas du tout. C'est un lancement massif. Grave. Elle explique s'être lancée dans un déploiement de contenu colossal autour de son domaine d'expertise, donc la numérologie. On parle quand même de l'écriture de plusieurs e-books super complexes, de l'ouverture complète d'une boutique en ligne, du lancement d'un planning d'animation spécifique qui s'appelle 30 déclics sur une page Facebook. Sans oublier YouTube. Oui. Oui, voilà, la production, le montage, la publication de vidéos sur YouTube, c'est une véritable armada créative. Une charge de travail qui a dû exiger des mois, mais des mois de préparation en solitaire. Et c'est justement la nature même de cet investissement qui prépare le terrain pour la crise à venir, je veux dire. Un tel volume de production, ça exige de l'esprit qu'il fonctionne en vase clos. Mhm, mhm. De manière totalement autonome pendant de très longues périodes. Mais le problème structurel, il survient lors du point de contact avec la réalité du marché. Le passage vraiment brutal de cette bulle créative où le créateur contrôle absolument tout à la publication publique. Là où le marché dicte sa loi, en somme. Exactement. Et de manière super imprévisible. Ça provoque un véritable choc thermique sur le plan émotionnel. Et le thermomètre s'affole à une vitesse folle dans son cas? Dans son texte, Cathy avoue à son ami que le doute paralysant l'a déjà complètement submergée. Elle se pose les questions les plus destructrices du genre « Est-ce que ma méthode est vraiment pertinente ?» ou « Est-ce que mon travail va intéresser ne serait-ce qu'une seule personne ?» La fameuse impression de crier dans le vide. C'est ça. Est-ce que je suis en train d'écrire dans le vide intersidéral de l'Internet? Mais le détail le plus alarmant de sa confession, pour moi, c'est la temporalité. Ah, la temporalité, oui, c'est crucial. Parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'une entrepreneuse dresse ce constat super amer après, 6 ou 8 mois d'efforts infructueux, une longue traversée du désert. Or, Cathy, elle traverse cette crise existentielle aiguë seulement une semaine après son grand lancement. Une seule petite semaine. Une petite semaine, c'est dingue. Si on devait faire une analogie pour quiconque nous écoute, c'est comme jeter une bouteille à la mer, une belle bouteille qu'on a mis des mois à fabriquer, et paniquer complètement parce qu'elle n'est pas revenue s'échouer sur la plage dans les 5 minutes qui suivent. Ouais, c'est une excellente métaphore. Et cette chronologie, c'est vraiment le nœud du problème. L'asymétrie entre le temps long de la création et l'attente d'une consommation immédiate, c'est l'une des plus grandes sources de souffrance psychologique dans notre économie numérique moderne. C'est clair. Le cerveau humain a énormément de mal à intégrer le fait qu'un effort intense qui s'étale sur des centaines d'heures de travail acharné, il ne provoque pas forcément une réaction mesurable et instantanée de l'environnement au moment précis où le travail est dévoilé.
Si on veut imager encore un peu plus, l'énergie colossale qu'elle a dépensée en amont a créé une attente de retour sur investissement émotionnel qui tourne à plein régime. C'est exactement comme avoir une application extrêmement gourmande qui tourne en arrière-plan sur un smartphone. Absolument. Une application qui cherche du réseau en permanence. Voilà, l'application cherche désespérément à s'accrocher à un signal Wi-Fi. Même si la personne range le téléphone dans sa poche et tente de se concentrer sur d'autres tâches, cette recherche perpétuelle de signal, qui se traduit ici par la recherche d'une validation externe, genre un clic, un achat, un commentaire, ça pompe silencieusement toute l'énergie de la batterie. Et au bout de 7 jours, la batterie mentale de Cathy est tout simplement à plat. Complètement à plat. La métaphore de l'application en arrière-plan, ça décrit avec beaucoup de précision ce qu'on appelle le coût métabolique de l'incertitude prolongée. Face à ce manque de feedback quantitatif de la part des algorithmes, son système nerveux entre dans un état d'hypervigilance anxiogène. L'esprit humain a une aversion très profonde pour le vide informationnel. La nature a horreur du vide, comme on dit. C'est exactement ça. Et pour combler ce silence extérieur qui lui est insupportable, sa cognition va inévitablement se mettre à scanner l'environnement pour trouver la moindre donnée, le moindre schéma capable de lui fournir une certitude, quelle qu'elle soit. Ce qui nous amène au point de rupture narrative de cette lettre. Ça survient vraiment au sommet de cet épuisement. Cathy, qui est vidée de son énergie et qui cherche probablement une distraction, face à cet écran de statistiques qui refuse de décoller, elle se met à scroller sur Facebook. Un réflexe assez universel, on va pas se mentir. Totalement. Et dans ce flux infini et chaotique du réseau social, son attention est captée par une publication aléatoire. C'est le post d'une femme qui évoque l'heure miroir, 19h19. Et juste pour donner un peu de contexte à ceux qui ne connaissent pas, le concept d'heure miroir, qui est très populaire dans les cercles spirituels, ça consiste à attribuer une signification mystique au moment où les heures et les minutes s'alignent de manière identique sur un cadran digital. Et l'apparition de ce stimulus précis agit comme une puissante amorce cognitive pour elle. Comment ça se passe? Eh bien, l'idée qu'il puisse exister un message porteur de sens caché derrière une simple synchronicité numérique, ça s'injecte dans son esprit à un moment de très haute porosité émotionnelle. Elle est vulnérable, elle cherche des réponses. Et la réaction ne se fait pas attendre. Induite par la lecture de ce post, Cathy a le réflexe immédiat de lever les yeux de son écran d'ordinateur pour regarder l'horloge de son propre salon. Et là, les chiffres lumineux y affichent très exactement 21h21. Et boum! C'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans sa lettre, elle décrit l'impact de cet instant précis comme une, je cite, « synchronicité parfaite ». Son attention est totalement happée. Elle effectue dans la foulée une recherche sur la signification attribuée à cette heure spécifique de 21h21. J'imagine que les résultats sont très positifs. Le verdict décide de numérologie et sans appel. C'est censé être l'heure de la concrétisation, du grand succès et de l'accomplissement final. L'interprétation de l'auteur est foudroyante. Pour elle, l'univers, ou son propre subconscient d'ailleurs, elle laisse intelligemment la porte ouverte aux deux options, est en train de lui hurler de ne pas baisser les bras, de lui certifier avec une autorité absolue qu'elle est sur la bonne voie. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on observe la transmutation immédiate d'une donnée brute et neutre, donc l'affichage technique de l'heure légale, en une donnée hautement signifiante. C'est vraiment l'illustration clinique d'un phénomène psychologique que l'on nomme l'apophénie. Alors, l'apophénie. Je veux bien qu'on manipule des concepts psychologiques pointus, mais si on se place du point de vue de la rationalité d'entreprise, c'est presque effrayant de lire ça. Je veux dire, confier le destin de son projet professionnel, de son gagne-pain potentiel, à l'affichage aléatoire d'un réveil matin, c'est l'antithèse absolue de la gestion d'entreprise, non? Vu sous cet angle, c'est sûr que ça peut paraître irrationnel. Mais est-ce qu'on ne fait pas tout simplement face au délire d'un cerveau tellement assoiffé de réassurance qu'il s'accroche à la toute première illusion qui passe à sa portée? L'horloge indique 21h21 uniquement parce qu'il s'est écoulé 21h21 depuis minuit. Un point, c'est tout. Bâtir une résilience là-dessus, ça ressemble dangereusement à un château de cartes. Je comprends tout à fait cette réaction. Le rejet rationnel de la synchronicité, c'est très naturel. Mais ça passe à côté de la fonction utilitaire du mécanisme de l'apophénie. Tu vois, l'évolution n'a pas conçu le cerveau humain pour lire des tableaux Excel ou pour comprendre des statistiques de conversion sur une page de vente. Non, c'est sûr. Le cerveau a évolué pour assurer notre survie en détectant des règles, des lois de causalité, des motifs cachés dans le chaos de la nature. C'est ce même logiciel interne qui permettait à nos ancêtres d'identifier la silhouette d'un prédateur dissimulé dans le feuillage ou qui nous fait voir aujourd'hui des visages humains dessinés dans les nuages.
Ouais, on voit des formes partout. Voilà. Et en situation de stress intense, comme l'échec perçu de ce lancement, ce logiciel de détection de motifs entre en surchauffe critique. Il va forcer la connexion entre des données aléatoires pour fabriquer une narration cohérente. Pourquoi? Parce que posséder une narration cohérente, ça assure l'intégrité psychologique et ça empêche tout bonnement l'effondrement mental. Ok, donc le fait que le cosmos ait ou non programmé l'horloge n'a finalement aucune importance factuelle. Absolument aucune. Ce qui compte, c'est l'effet mécanique de cette croyance sur son comportement. L'illusion, ou le recadrage symbolique, si on veut utiliser un terme plus doux, ça agit comme une béquille d'urgence. C'est ça. La fonction de cet événement, elle est d'un pragmatisme absolu pour la suite des opérations de Cathy. Avant de voir ce 21h21, sa source de validation, elle était délocalisée. Elle était entièrement remise entre les mains d'entités froides et incontrôlables, comme les algorithmes, le nombre de vues, les clics des internautes. Le vide de l'Internet, comme elle disait. Oui, et en interprétant ce 21h21 comme un signal positif qui lui est personnellement adressé, elle opère une chirurgie psychologique vitale. Elle rapatrie l'autorité de validation à l'intérieur d'elle-même. La légitimité de son travail ne dépend soudainement plus de la rapidité d'une transaction financière extérieure, mais de sa propre conviction interne. Et c'est magistralement réactivé par ce petit symbole numérique. Alors d'accord, si l'heure sur le cadran, c'était la bouée de sauvetage émotionnel, comment est-ce qu'elle parvient à passer de ce choc psychologique isolé à une validation profonde de la structure même de son entreprise? Ah, ça c'est l'étape suivante. L'effet boule de neige. Oui, car la lettre de Cathy ne s'arrête pas du tout à une simple impression positive en regardant l'heure. Ça prend une tournure mathématique assez impressionnante. Elle ne se contente pas du message générique de succès associé à 21h21, non. Elle va décortiquer l'heure. Elle additionne les chiffres qui la composent. 2 plus 1 plus 2 plus 1. Et le calcul donne le chiffre 6? Exactement. Et là, c'est une véritable onde de choc qui la traverse. Parce que la logique symbolique commence à tisser une toile beaucoup plus dense. Elle ne se contente plus d'un message extérieur abstrait, elle cherche à relier l'événement fortuit à l'architecture même de son identité. Dans la lettre, elle révèle à son ami que son propre nombre fondamental en numérologie, ce que la discipline appelle le chemin de vie, est précisément le chiffre 6. D'ailleurs, comment on détermine habituellement ce chemin de vie? C'est censé être une étiquette identitaire permanente, n'est-ce pas? Tout à fait. Le chemin de vie, c'est considéré comme le pilier central du profil numérologique d'un individu. Il se calcule par la réduction théosophique de la date de naissance complète de la personne. En gros, on additionne le jour, le mois et l'année de naissance jusqu'à obtenir un seul chiffre compris entre 1 et 9. D'accord. Et ce chiffre est censé révéler les grandes tendances de l'existence, la nature profonde et les défis inhérents à la vie de la personne. Donc pour résumer, tomber par pur hasard sur la somme de 6 à travers l'heure miroir de 21h21, pile au moment où elle est en pleine crise existentielle, ça résonne pour elle comme une validation sur mesure. C'est d'une précision diabolique dans son esprit. C'est le jackpot symbolique. C'est son propre code source identitaire qui semble s'afficher sur le cadran pour lui intimer l'ordre de continuer. Si on relie ça à une vision plus large, l'esprit assiste ici à la résolution éclatante d'une dissonance cognitive majeure. L'angoisse initiale de cette fameuse première semaine, elle provenait du sentiment insoutenable que son projet acharné était totalement déconnecté de l'ordre du monde, qu'il flottait de manière aléatoire et était superbement ignoré par le reste de l'humanité. Et le chiffre 6 vient changer la donne. Voilà. Et l'apparition perçue du chiffre 6, qui représente son identité profonde, vient recoudre cette déchirure douloureuse. Le chaos perçu est soudainement remplacé par un ordre supérieur. L'aléatoire devient profondément intentionnel. Et le phénomène prend une ampleur vraiment fascinante. Car cette fameuse grille de lecture du chiffre 6 va l'amener à réexaminer l'ensemble de son propre travail. Là, l'apophénie tourne à plein régime intellectuel. Elle commence à voir le motif partout dans ce qu'elle a créé. Oui, une fois ses lunettes numérologiques posées, elle scrute les fondations de son projet et se rend compte que ce chiffre a infecté, pour ainsi dire, toute sa production à son insu. Son grand programme d'apprentissage de la numérologie, qui lui a pris tant de mois, elle l'a consciencieusement structuré et découpé en très exactement 6 modules distincts. C'est impressionnant. Et c'est pas fini, hein. Ensuite, ses premiers ateliers en direct, qui sont d'ailleurs des projets d'accompagnement solidaire, ciblant des femmes en grande difficulté, elle a décidé de les lancer au mois de juin. Mois de juin qui est, par la force du calendrier, le 6e mois de l'année.
La cohérence s'étend vraiment de son profil psychologique interne jusqu'à l'architecture temporelle et commerciale de son offre professionnelle. C'est une boucle parfaite. Mais il y a un aspect profondément ironique dans la manière dont elle analyse ses propres blocages à l'aune de cette révélation numérique. Elle confie dans la lettre que son problème majeur, celui qui générait tant de lenteur et d'angoisse pendant la création, c'était son perfectionnisme acharné. Ah. Et le perfectionnisme en numérologie, c'est... C'est très exactement ça. Quand on ouvre les manuels de la discipline, le trait de caractère négatif le plus massivement associé au chemin de vie 6, c'est ce besoin de contrôle obsessif, ce perfectionnisme sclérosant qui frôle la paralysie totale. C'est incroyable. Le propre trait ombrageux de son identité menaçait de saboter le projet même qui était censé incarner cette identité. L'analogie qui me vient à l'esprit, c'est celle d'un être architecte qui serait tellement terrorisé à l'idée que la serrure de la porte d'entrée ne soit pas millimétrée à la perfection, qui aurait tellement le nez collé sur cette unique serrure qu'il perdrait complètement de vue l'immensité du gratte-ciel majestueux et parfaitement structuré qu'il vient pourtant de finir d'ériger. Oh, j'adore cette métaphore de l'architecte obsédé par la serrure. Ça capture parfaitement l'essence de l'effet tunnel cognitif qui est généré par l'anxiété de performance. Le fait de découvrir que la macrostructure de son entreprise, donc les 6 modules, la résonance du mois de juin, est en réalité déjà solidement alignée avec son profil, eh bien, ça lui permet de desserrer l'étau. De respirer un peu, quoi. Oui. La validation par le système numérologique sert d'autorisation psychologique pour relâcher le contrôle obsessionnel sur les microdétails. Elle peut enfin reculer d'un pas pour contempler la totalité de l'édifice, sans avoir peur que tout s'effondre. On pourrait tout de même se poser une question sur le support de cette prise de conscience. Parce que, pourquoi la numérologie spécifiquement ? Elle aurait très bien pu trouver du réconfort et du sens en tirant une carte de tarot aléatoire, en lisant un horoscope dans un magazine, ou même, je sais pas, en trouvant un biscuit chinois avec un message motivant à l'intérieur. Pourquoi le recours aux chiffres s'avère-t-il si puissant dans ce contexte précis ? C'est une excellente question. Et le choix du support est loin d'être anodin. La numérologie, elle présente un avantage psychologique immense. Elle fournit l'illusion d'une certitude mathématique. Ah, l'autorité des chiffres. Exactement. Contrairement à l'imagerie très onirique d'une carte tarot ou à la poésie vague de l'astrologie, les chiffres portent en eux une aura d'objectivité incontestable dans notre culture. Lorsque le monde chaotique et implacable du marketing digital, avec ses propres chiffres froids, les taux de clics, les revenus, le nombre d'abonnés, vient sanctionner durement l'auteur, eh bien elle se tourne vers un système alternatif. Un système qui utilise les mêmes armes. Voilà, un système qui utilise exactement les mêmes éléments de base, les nombres, les calculs, les métriques, mais en leur attribuant une valeur existentielle et morale inaltérable. En fait, la numérologie lui permet de réenchanter la métrique. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Ce réenchantement de la métrique dont tu parles, il trouve vraiment son apothéose lorsque la créatrice s'attaque à l'aspect le plus terre-à-terre, le plus basique de son entreprise, la tarification. Ah oui, le nerf de la guerre. C'est généralement le point critique où les grands idéaux créatifs s'écrasent violemment contre la froideur du pragmatisme commercial. Dans sa lettre, Cathy détaille que plusieurs de ces modules de formation sont mis en vente au tarif de 9 €. Bon, n'importe quel manuel basique d'école de commerce qualifierait ce choix de banale stratégie de prix psychologique. On ampute 1 € pour passer juste en dessous du seuil de la dizaine, dans le seul et unique but de court-circuiter l'analyse rationnelle du consommateur et de forcer l'achat compulsif. C'est vrai, c'est perçu comme une pure manipulation marchande, conçue exclusivement pour réduire la friction lors du passage en caisse. Mais à l'intérieur du nouveau système de lecture symbolique qu'elle vient de consolider grâce à tout ça, cette interprétation cynique n'est plus acceptable. Pour elle, le chiffre 9 possède un bagage sémantique précis. C'est l'archétype universel de l'altruisme, de l'humanisme profond, du don de soi et de la transmission sans attente de retour. Et ça colle parfaitement avec ses ateliers bénévoles. Exactement. Ce choix tarifaire entre en résonance parfaite avec l'autre versant de ses activités, cet engagement auprès des femmes en difficulté. Ce vulgaire chiffre sur une étiquette de prix délaisse sa condition de piège commercial pour devenir la traduction mathématique de sa volonté d'aider son prochain. Cela soulève une question importante, parce que l'impact psychologique de ce glissement sémantique est colossal pour la pérennité du projet. Le passage à l'acte transactionnel, le simple fait de demander de l'argent en échange d'un savoir, c'est très fréquemment la source d'un profond malaise ou d'un syndrome de l'imposteur paralysant, surtout pour ceux qui évoluaient dans les métiers de l'accompagnement ou du bien-être. C'est le tabou de l'argent, en gros.
Oui, mais en associant son tarif au symbole de l'altruisme, l'acte de vente est soudainement lavé de sa dimension purement matérialiste et capitaliste. La transaction financière devient la continuité éthique de sa mission de vie. Le chiffre 9 légitime l'échange en le liant à une valeur morale supérieure. C'est brillant d'un point de vue psychologique. C'est même vital. Ces épiphanies en chaîne, ça l'amène à la conclusion particulièrement émouvante de sa confession à son mamie. Elle avoue noir sur blanc se sentir enfin rassurée et reboostée. Tout le matériel nécessaire à son entreprise, ses fiches techniques, ses carnets de transformation, absolument tout est déjà prêt et opérationnel. L'illusion qu'il fallait encore perfectionner le produit indéfiniment n'était en fait qu'un leurre pour repousser la confrontation au réel. Elle n'avait plus besoin de travailler sur le fond, elle avait juste besoin d'y croire. C'est ça. Elle précise qu'elle avait intimement besoin de ce signe pour cesser son autosabotage et, pour reprendre ses propres termes, laisser son projet vivre. Et c'est là qu'elle formule une phrase qui synthétise brillamment toute l'évolution de son état d'esprit. Elle comprend avec certitude que la clé de son succès ne réside pas dans la vitesse, mais dans le rayonnement. C'est tellement fort. Cette opposition conceptuelle qu'elle établit entre la vitesse et le rayonnement, ça propose une refonte philosophique majeure des paramètres d'évaluation de la réussite, tout particulièrement dans notre ère de l'immédiateté numérique. Parce que la vitesse, c'est quoi au final? La vitesse, c'est l'esclavage algorithmique, c'est l'attente névrotique de la gratification à très court terme. C'est cette recherche frénétique d'une viralité qui plongeait précisément cette créatrice dans un désespoir abyssal au bout de 7 malheureux jours. La métrique de la vitesse agit comme un tribunal permanent. Ça condamne à mort tout travail qui ne provoque pas d'étincelle instantanée. Oui, la vitesse consume le créateur avant même qu'il n'ait pu délivrer son message. Tandis que le rayonnement propose une physique entièrement opposée. Exactement. La mécanique du rayonnement s'affranchit totalement du regard immédiat. Un matériau radioactif ou le noyau d'un astre lumineux, eh bien, ça ne va pas ajuster l'intensité de sa chaleur en fonction du nombre de personnes qu'il regarde à la seconde T. Il s'en fiche de ses statistiques, l'astreint. Voilà, l'astre se contente d'émettre sa fréquence depuis son centre de manière continue. Et en choisissant le paradigme du rayonnement, qui est légitimé par la symbolique altruiste du chiffre 9 et l'architecture identitaire du chiffre 6, la créatrice accepte consciemment que l'impact de son travail s'inscrira dans un temps long, un temps totalement indépendant des fluctuations quotidiennes de l'attention en ligne. Redéfinition est salvatrice. Au lieu de s'épuiser comme une sprinteuse qui panique de ne pas voir la ligne d'arrivée après seulement 10 mètres de course, elle décide d'endosser le rôle du phare, un phare qui éclaire régulièrement sans se soucier de savoir combien de navires profitent de sa lumière à l'instant présent. Le parcours intellectuel et émotionnel que cette lettre intime nous a permis de retracer est d'une richesse pédagogique vraiment incroyable. On démarre dans les bas-fonds d'une crise d'angoisse banale, la fameuse semaine d'après lancement, avec son silence qui ronge les certitudes. Et puis, le regard qui accroche un détail fortuit. L'horloge à 21h21. Ce simple point de contact autorise le mécanisme psychologique de l'apophénie à s'enclencher. Ça agit littéralement comme un défibrillateur pour un esprit en détresse. La quête de sens qui s'ensuit révèle une charpente cohérente bâtie sur le 6, son chemin de vie, mettant en lumière le paradoxe de son perfectionnisme toxique. Puis, on l'a vu, l'analyse du chiffre 9 transmute une froide stratégie tarifaire en un acte humaniste, menant à l'abandon libérateur de l'obsession de la vitesse au profit de la constance de ce fameux rayonnement. C'est ce qu'on appelle un exemple remarquable de réingénierie cognitive. Parce que l'horloge du salon n'a factuellement rien modifié au trafic du site web ou à la popularité du projet. Ça n'a pas amené de nouveaux clients par magie. En revanche, l'horloge a fondamentalement restructuré le prisme intellectuel à travers lequel la réalité était analysée par la créatrice, redonnant du sens là où il n'y avait que du vide et rendant ainsi l'action à nouveau possible. Ce témoignage laisse derrière lui une réflexion vertigineuse à garder en mémoire lors de futures traversées du désert professionnel ou créatif pour quiconque nous écoute. Trop souvent, le réflexe conditionné nous pousse à interpréter le silence du monde extérieur ou une période d'incertitude prolongée comme la preuve irréfutable d'un échec cuisant. L'angoisse de la performance et l'impatience des résultats immédiats agissent comme des œillères terrifiantes. Pourtant, on peut se demander si ces moments de suspension chaotique ne sont pas, au final, de puissantes invitations à changer d'échelle d'observation. Changer de perspective, oui.
Il convient de se demander avec humilité combien d'architectures invisibles, combien d'alignements structurels parfaits et de fondations extraordinairement solides sont ignorés au quotidien, simplement parce que la tyrannie de la précipitation occulte la capacité à voir le tableau d'ensemble. C'est, je trouve, une pensée fascinante à méditer la prochaine fois que le regard croisera, par pur hasard, l'heure lumineuse clignotant sur l'écran d'un appareil et que, l'espace d'une seconde, le temps semblera suspendu.